Assalamu alaikum. J'espère que vous avez la forme et que vous attaquez sur une participation active à la conférence. Je vais commencer par vous donner quelques mots d'introduction sur l'association des étudiants musulmans de film, aussi appelée l'AEMD, qui organise l'événement. L'AEMD s'est faite une petite place dans le tissu associatif dauphinois en 2013. Elle a pour but de lancer une réflexion sur les enjeux économiques et sociaux auxquels sont confrontés les musulmans en France et dans le monde. Et c'est au nom de l'AEMD que je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette conférence intitulée « L'art de communiquer pour mieux vivre ensemble ». Je tiens à remercier chaque personne qui a permis la tenue de cet événement. Je pense à ceux qui étaient présents au tout début pour leur bienveillance, à notre équipe de choc mobilisée à l'AEMD pour leur investissement et leur bonne humeur, à l'administration de Dauphine pour leur confiance, au personnel technique pour leur présence, et je tiens à faire un petit remerciement à mes parents et ma famille qui m'ont fait l'honneur. Je tiens également à remercier chaleureusement les intervenants qui ont fait l'honneur, qui nous ont fait l'honneur d'avoir accepté cette présentation. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai introduit cet événement qui me tient particulièrement à cœur. Je partageais avec vous une partie de mon histoire, non pas parce qu'elle serait unique, mais parce qu'elle serait similaire à celle de nombreuses personnes, et notamment des personnes qui pourraient être ici parmi nous. Elle commence dans ce grand amphithéâtre, l'amphithéâtre Edgar Faure. Il y a maintenant 5 ans, j'étais assise dans vos rangs pour mon premier jour à Dauphine. Comme n'importe quel étudiant, j'étais partagée entre l'excitation et la peur de découvrir un nouveau monde. Un monde qui me paraissait très hostile parce que, pour être sincère avec vous, j'avais beaucoup de préjugés sur les Dauphinois. Et je les soupçonnais d'avoir des préjugés sur moi à leur tour. Car oui, comme vous pouvez le voir, j'ai un signe distinctif qui montre ma différence. Ce jour-là, je suis arrivée dans cette amphi avec la boule au ventre, en me demandant si j'allais réussir à tenir 5 ans. Et je ne me serais jamais imaginé que 5 ans après, je serais devant vous ce soir pour vous présenter cette conférence. Parce que ça m'est passé des choses entre-temps. J'ai eu une période très difficile, jusqu'au moment où j'ai complètement changé d'état d'esprit. Alors qu'avant, j'avais tendance à interpréter chaque événement extérieur comme un danger ou un risque, j'ai ensuite décidé de faire mon maximum pour le percevoir comme une opportunité ou un défi. Discuter avec une personne qui pensait différemment n'était plus menaçant, mais au contraire enrichissant. Je ne dis pas ça pour... je ne dis pas que ça a toujours été facile, que la confrontation des idées est une chose simple et qu'il existerait une formule magique pour tout faciliter. Mais il est certain qu'on en ressort grandi. Pour ma part, j'ai fait de magnifiques rencontres tant auprès des étudiants, des professeurs qu'auprès des membres de l'administration, tous avec des identités et des idées différentes. L'AEMD a été créée et là, c'est également en tant que membre de l'association que je me suis épanouie. Cette citation de l'écrivain autrichien Rainer Maria Rilke illustre en quelques mots mon déclic. La pauvreté du paysage reflète celle de notre regard. On comprend par là que si on affûte notre regard pour y trouver du positif, alors on le trouvera. Et quel paysage nous avons à Dauphine? Plus de 8800 étudiants en formation initiale, 460 personnels administratifs, 520 chercheurs, enseignants-chercheurs et assistants, 34 associations généralistes qui traitent tant du développement durable que de voyages, de l'entrepreneuriat ou de l'art. Quel lieu plus propice qu'une université pour aller à la découverte de l'autre? Lieu où se façonnent les esprits des artisans, que dis-je, des leaders de demain. De manière plus générale, quelle chance nous avons de vivre dans un pays où cohabitent des millions de personnes venant de différents horizons. Finalement, la terre fertile, nous l'avons. Il suffirait de l'arroser de notre amour et d'y semer une petite graine. Et cette graine serait composée de notre volonté à mieux comprendre l'autre. Et les outils pour travailler cette terre seraient nos compétences en communication. On en vient donc à notre événement. L'objet de cet événement, qui est justement de nous inciter à travailler sur ces compétences en communication pour arriver à mieux se comprendre, à être compris, à comprendre l'autre, pour arriver à mieux vivre ensemble. Sans plus attendre, je cède la parole à Rebecca Siratus, notre super animatrice. Rebecca, qui est une ancienne étudiante du Master Entrepreneuriat de Dauphine, elle œuvre pour le vivre ensemble depuis plusieurs années maintenant,
Elle s'est investie auprès de jeunes malades chez Chiron, auprès d'étudiants engagés aux convictions politiques chez Noise, ou encore aux côtés de militants de religions diverses chez Coexiste et Coexister. Actuellement, elle travaille au sein de la chaire entrepreneuriat social actuellement, elle travaille au sein de la chaire entrepreneuriat à l'USCP et mobilise ses talents pour révéler celles des autres. Donc là, je vous laisse en très très bonne compagnie. Rebecca, t'es prête? C'est parti. Et coordinatrice de l'événement, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements, un tonnerre d'applaudissements. Et puis je vais vous demander aussi un tonnerre d'applaudissements pour vous qui dédiez votre soirée au vivre ensemble, c'est quand même super. Donc applaudissez-vous. Pour finir un peu ce tour de présentation, je vous propose d'accueillir comme il se doit nos charmants 4 intervenants. Donc nous avons, pour commencer, vous voulez vous présenter vous-même ou comment ça se passe? Alors, par qui vous voulez commencer? Allez, honneur aux dames. Honneur aux dames. Rokhaya Diallo, qui a lutte contre le racisme sous toutes ses formes, sous toutes les casquettes possibles, auteure, réalisatrice, militante, enfin, bref. Hop, je mets la petite slide, pardon. Donc Rokhaya Diallo, un peu d'applaudissements pour notre Rokhaya. Raphaël Tisblatt, qui nous suit juste derrière, qui est donc expert en gestion des conflits et en communication interculturelle. Merci beaucoup d'être là ce soir. Nous avons aussi Hicham Benjoudar, merci aussi d'être là, qui est coach, comédien et qui travaille en laboratoire pharmaceutique. Et pour bien finir, nous avons Steve Abdelkarim. Merci Steve d'être avec nous. Expert en communication interpersonnelle cette fois-ci et qui est en plus président de l'ONG Life. Félicitations. Merci à tous d'être là. On va bien s'amuser. Vous l'avez compris, cet événement tourne autour de la communication et du vivre ensemble. Je trouve que ce serait quand même carrément stylé de commencer cet événement en se connaissant entre nous. On est à peu près 800, donc on va peut-être pas faire le tour de chaque personne, mais ce que je vous propose, c'est de prendre 1 minute pour faire connaissance avec la personne de derrière vous. Je vous propose de lui demander qui elle est et ce qui l'a fait venir à cet événement. C'est parti, vous avez 1 minute, go! Alors, ils sont sympas vos voisins? Vous pouvez lever la main si c'est le cas. Ils sont sympas vos voisins? Wouh! Ça crée déjà du lien dans l'amphi. Félicitations. Vous êtes des personnes très cool et on en a d'autres sur scène. Donc je vous propose d'arrêter. D'arrêter. Je savais que ça allait se passer comme ça. Trop de curiosité de l'autre ne tue pas la curiosité de l'autre. Ok. Alors. Merci pour ce silence instantané. Ce que je vous propose pour commencer, eh bien, c'est qu'on s'intéresse au sujet. Vous l'avez compris, on est sur l'art de la communication pour mieux vivre ensemble. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
À quel problème est-ce qu'on fait face? Quel est l'état des lieux de la communication entre les différents groupes en France et dans le monde? Quand on parle de différents groupes, on parle à la fois des groupes religieux, des groupes sociaux, des groupes économiques. C'est assez large et à la façon dont ils interagissent. Donc on a la chance d'avoir Rokhaya avec nous. Rokhaya, tu as un parcours assez incroyable. Moi j'ai vraiment eu l'impression que tu avais 90 ans et que tu avais déjà eu 18 000 projets et bon, c'est hyper impressionnant. Tu as cofondé une association qui s'appelle Les Indivisibles et qui lutte contre le racisme et les discriminations. Félicitations. Tu as aussi... Tu as aussi été très médiatisé chez RTL, iTélé, Le Move, enfin on entend parler de toi vraiment partout. Et puis en plus de ça, il y a eu beaucoup de prix qu'on t'a décernés. Tu es en 36e position parmi les 100 Françaises les plus influentes selon le magazine. C'est juste dingue. Et moi je trouve ça génial d'avoir une femme comme toi à laquelle on puisse s'identifier et aspirer. Alors moi, la question que je me pose, c'est mais comment t'en es arrivé là? Comment t'es arrivé à avoir ce parcours incroyable? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager contre les préjugés et contre le racisme? Alors tout d'abord, je ne sais pas si on m'entend. Les aléas du direct. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier, à vous saluer, à vous remercier d'être là aussi nombreuses et nombreux. Ça fait plaisir, c'est agréable. Et puis chaleureux, apparemment, c'est aussi agréable. Merci pour cette présentation, et merci à mes co-intervenants de partager la scène avec moi ce soir. Alors moi, mon parcours est lié à une série de hasards et entremêlés de volontés. Effectivement, j'ai milité, avant de fonder Les Indivisibles, donc j'ai milité dans des organisations plutôt altermondialistes et féministes, et j'ai vraiment fondé Les Indivisibles parce que, on parle de communication ce soir, c'est parce que j'avais le sentiment d'appartenir à un groupe qui n'était pas entendu, qui n'était pas visible. Je l'ai fondé pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis née à Paris, j'ai grandi et j'ai grandi plutôt dans des quartiers assez divers de Paris, donc un endroit où le fait d'être noir comme moi n'était pas quelque chose de perçu comme particulièrement exceptionnel. Et puis, je pense qu'on a tous expérimenté ça. Plus j'avançais dans mes études, et moins on était nombreux à être noirs ou arabes jusqu'au moment où j'ai fini par être la seule et par concentrer un certain nombre de questions assez étranges sur l'endroit d'où je venais. On a commencé à me féliciter sur le fait que je parlais vraiment très très bien français. C'était beaucoup ce français, ce français sans accent, etc. Et je me suis retrouvée en fait à avoir le sentiment d'être regardée comme une étrangère dans mon propre pays. Et j'avais envie d'exprimer justement le fait que j'étais pas étrangère, que j'étais française. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu le besoin d'expliquer aux gens en fait que je n'étais pas venue, puisque j'avais toujours été là, que j'étais pas quelqu'un d'étranger malgré mon apparence. Et j'ai commencé à m'interroger sur le pourquoi de ces interrogations. Et finalement, je me suis rendu compte que la manière dont le pays se percevait était aussi liée aux médias, au cinéma, et que finalement des gens qui me ressemblaient, ou des gens qui ressemblaient à mes amis d'origine asiatique ou d'origine maghrébine, on les voyait pas beaucoup dans les films, on les voyait pas beaucoup à la télé. Et donc j'ai voulu monter Les Indivisibles, cette association, pour justement répondre à ce déficit de représentation. Et donc, le mot Les Indivisibles, on l'a choisi parce que l'indivisibilité, c'est une caractéristique de la République française. Et l'idée, c'était de dire, justement, on est tous sur le même bateau, donc si la République est indivisible, les gens qui peuplent le pays le sont aussi, donc on n'a pas de raison d'opposer les vrais Français, entre guillemets, à d'autres qui seraient des Français de fabrication ou de contrefaçon, on se pose la question même parfois. Et puis surtout, on était aussi individuellement indivisibles dans notre identité, c'est-à-dire que je peux être française, je peux en même temps être noire, en même temps être musulmane, en même temps être voilée, juive, être jeune, être une femme, etc. Tout ça, c'est indivisible. Ce sont des appartenances qui construisent mon identité. Donc, on a créé les Indivisibles. Et très vite, en fait, la question de la communication s'est posée dans le sens où on avait le sentiment de tenir, un propos qui était évident, un discours qui était évident, qui faisait sens, mais on savait qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas forcément quel était notre problème. Moi, il y a des gens qui me disent, mais quand je te demande d'où tu viens, c'est parce que je m'intéresse à toi. Et en fait, moi, ce que je réponds à ça, c'est que généralement, on me pose plus facilement la question, on me pose la question de ma provenance, qu'on ne pose pas nécessairement à des gens qui ont des parcours équivalents, mais qui sont blancs. Parce qu'on imagine que mécaniquement, le fait de ne pas être blanc, ça implique
voilà, une provenance extérieure. Mais l'idée, c'était justement de ne pas rentrer dans une logique de culpabilisation en disant aux gens vous êtes des vilains racistes, vous êtes des méchants, etc. Mais de leur faire comprendre l'absurdité en fait, de ce questionnement et puis le fait que ça pouvait être agaçant parce que les gens ont l'impression d'être hyper originaux au moment où on vient, mais au bout de quand ça nous arrive, la 10e personne qui nous demande d'où on vient, on finit par lui répondre de manière un petit peu agacée. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu pourquoi c'est gênant de poser cette question-là? De l'avoir répété plusieurs fois. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, je sais que c'est gênant, donc je ne le pose pas. Mais j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que ça peut être gênant et peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes à comprendre et éviter d'être trop stigmatisées également. En fait, la question en elle-même n'est pas gênante. Ce qui est gênant, alors il y a plusieurs choses qui sont gênantes. Ce qui peut être gênant, c'est que la réponse soit attendue. C'est-à-dire que les gens ne se contentent pas de la réponse. Moi, quand on me demandait d'où je venais, je répondais que je venais de Paris. Et les gens insistaient. Parce qu'en fait, en gros, la vraie question, c'était pas d'où tu viens, mais pourquoi t'es noir? Pourquoi t'es noir? Parce que tu viens d'un pays étranger, parce que tes parents viennent d'un pays étranger, etc., etc. Du coup, on se retrouve dans une situation où en fait, on nous pose une question, mais qui en cache une autre. Parce que si les gens s'intéressent vraiment à ils souhaitent vraiment savoir d'où je viens, je leur ai proposé une réponse. Donc c'est ça qui est gênant, c'est finalement de se trouver face à des gens qui ne se satisfont que du moment où on finit par l'expliquer que notre grand-mère est venue de tel endroit et qu'elle est arrivée à tel moment, etc. Et qu'ils arrivent à finalement rationaliser le fait qu'on soit là devant eux parce qu'on a telle ou telle généalogie. Et ce qui est problématique aussi, c'est de devoir se justifier et justifier sa présence face à des gens qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai pas forcément envie de raconter la vie de mes parents à des gens que j'ai jamais vu de ma vie. Et après, c'est le moment où intervient la question, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut sympathiser avec des gens, une fois qu'on les connaît, on a envie de savoir d'où ils viennent, on peut avoir envie de savoir d'où viennent leurs familles, mais c'est pas forcément la première des questions qui intervient. Et puis après, la troisième chose, c'est le traitement différentiel. C'est-à-dire que moi, je voyais bien par rapport à mes amis blancs, on leur demandait jamais d'où ils venaient, même ceux qui étaient belges, qui pourtant n'étaient pas, pour le coup, qui venaient pas de France, mais le fait qu'ils n'avaient pas la même couleur de peau n'occasionnait pas les mêmes questionnements. Donc, faut pas. Moi, je ne suis pas là pour censurer justement la communication et empêcher les gens d'être curieux, mais il ne faut pas que la curiosité soit dévoyée ou caricaturée par une apparence qui donne l'impression d'autre chose. Donc, c'est en ça que j'ai. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu. On a voulu fonder l'organisation et ce qu'on a fait, en fait, le moyen qu'on a utilisé, c'est qu'on a fait des petits clips d'animation, en fait, qu'on a posté sur YouTube. Il y en a un qui s'appelle Konichiwa, où en fait, c'est vraiment la scène classique de drague, où en fait, il y a une jeune femme d'origine asiatique qui se fait draguer par un mec qui l'aborde en disant Konichiwa, et elle le regarde en disant je comprends pas ce que vous dites, en fait. Voilà, et elle lui explique qu'elle est bretonne et qu'elle n'a absolument rien à voir avec le kung-fu et Bruce Lee et Jackie Chan et toutes les choses qui lui a plaquées. Et donc c'était une manière assez amusante finalement de montrer à quel point les préjugés pouvaient être absurdes et pour les gens qui étaient auteurs de préjugés de ne pas se sentir justement attaqués ou jugés ou culpabilisés, de se dire oui c'est vrai que j'ai déjà dit ça et c'est ridicule. Ou autre chose, c'est les gens qui n'arrivent pas à dire noir, qui disent blague tout le temps, comme si dire noir c'était grave et c'est-à-dire que moi je comprends pas, on dit pas des whites quand on parle des blancs, je sais pas pourquoi on dirait black pour parler des noirs, et on a l'impression que noir en fait c'est une insulte. Ouais. Donc on a fait une petite vidéo un peu didactique pour expliquer non c'est pas grave, en fait on est au courant, moi je sais que je suis noire, ça me dérange pas qu'on me dise que je suis noire, aucun problème avec ça. D'accord, donc toi tu préfères être appelée femme noire, femme de couleur, mais black, femme de couleur. Femme de couleur, parce qu'en fait tout le monde a une couleur. Enfin, c'est le sous-entendu de dire femme de couleur, c'est que les blancs n'en auraient pas. Ouais. Donc moi quand on me dit de couleur, généralement je me demande mais de quelle couleur? Parce que c'est. Voilà, non, je trouve que. Voilà, après c'est un mot qui est imparfait. Évidemment, je ne suis pas noire comme la couleur noire, et les gens ne sont pas blancs comme la couleur blanche, mais ça correspond à une réalité historique, une réalité politique. Et ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que les gens soient gênés en fait pour dire les choses et qu'ils du coup utilisent d'autres mots pour éviter un terrain qu'ils pensent conflictuel. Donc moi je suis vraiment partisane du appeler un chat et dire les mots, et puis après si on a peur de blesser la personne, on peut demander. Je trouve que c'est important de dialoguer, de dire voilà, est-ce que ça te dérange si je dis que tu es arabe, si je dis que tu es asiatique, etc. Mais c'est important de le dire et de pas voilà, moi c'est une anecdote, mais je me souviens, alors il y a un film qui était sorti il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, de Spielberg, qui s'appelait La Ligne verte, qui racontait l'histoire d'un homme noir qui était condamné à mort de manière injuste, notamment parce qu'il était noir. Et je me souviens qu'à l'époque, je travaillais, j'étais étudiante, j'avais un job d'étudiant dans une banque, et donc le directeur de l'agence, en fait, avait vu le film et avait adoré, et donc il voulait nous raconter, j'étais la seule noire de l'agence, il voulait nous raconter le film, et en fait, donc il commence à raconter, oui, c'est un film sur un homme, et il me regarde, et il n'arrive plus à dire noir. Et il commence à dire oui, c'était un homme qui était très grand, très fort, mais c'était
absurde. Et je le vois complètement galérer à essayer de trouver les mots pour expliquer. Et en fait, il n'a pas réussi à raconter le film parce que ne pas dire qu'il était noir, c'était vraiment la clé du film. Le fait de ne pas l'avoir dit, en fait, on ne comprenait rien à ce qu'il racontait. Et c'est dommage, en fait. C'est hyper dommage d'avoir peur, en fait, de se confronter à des réalités qui sont nos réalités quotidiennes. On vit dans un pays qui est fondamentalement multiculturel. Si on n'arrive même pas à avoir le vocabulaire pour désigner ce genre de réalité, c'est très compliqué après d'avancer ensemble. Donc ne pas hésiter à demander le vocabulaire approprié à la personne qu'on ne connaît pas forcément, notamment parce que ça peut être des réalités individuelles et que peut-être que, j'imagine, peut-être que toi tu peux préférer être appelée femme noire, peut-être que quelqu'un se préfère appeler Renoir, j'en sais rien. Bah, ce qui est important, c'est que les gens, en fait, ce qu'il faut vraiment mettre au cœur de la discussion, c'est la personne, c'est-à-dire que chacun se définit comme il l'entend. Il y a des gens qui, avec un parcours comme le mien, vont se dire franco-sénégalais. Moi, je vais peut-être me dire plus française, etc. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on soit propriétaire de notre autodéfinition et que les gens la respectent. C'est-à-dire qu'on ne pose pas des catégories aux gens qui sont nos propres catégories, qu'on ne leur impose pas une catégorie qui ne leur correspond pas. Donc, moi, je crois que c'est vraiment ça, la clé du dialogue et la clé du fait de ne pas frustrer et de ne pas agresser les gens, c'est d'être vraiment à l'écoute et de respecter leurs choix. Très bien. Selon toi, quels seraient les bienfaits à dépasser ce frein à communiquer entre des groupes différents qui ne se comprennent pas toujours? Le bienfait, le premier, c'est de dépasser les préjugés, de dépasser les fantasmes, parce que c'est vrai que les groupes, parfois il y a des groupes qui nous semblent éloignés, sur lesquels on plaque un imaginaire de rejet. C'est ce qu'a dit Rizlan au début de manière très juste, en disant que voilà, quand elle est arrivée à Dauphine, elle avait le sentiment qu'on allait lui associer des préjugés, qu'elle se sentirait pas forcément à l'aise, et finalement elle a rencontré des individus parmi lesquels il y avait sans doute des gens très sympas et d'autres beaucoup moins, mais elle a réussi à se rendre compte que c'était pas un bloc monolithique. Donc dépasser ça et apprendre à appréhender les réalités à travers la réalité, et pas rester dans le fantasme et dans le fait qu'on perçoit chez les autres peut-être un rejet, etc. C'est déjà une clé, c'est déjà un bienfait. Et puis après, moi, ce que je trouve important, c'est que nous, les Indivisibles, en fait, on a fait le choix d'être une organisation multi-ethnique et de s'en prendre à toutes les formes de racisme. Et c'est très riche, en fait, parce qu'on se rend compte que même en étant d'origine diverse, on peut être confronté à des expériences totalement similaires. Moi, mes amis qui sont d'origine asiatique ou maghrébine me racontent des choses assez proches. Alors, voilà, c'est... Comme par exemple par exemple, moi, quand je vois le sketch de Gad Elmaleh, quand il raconte que quand il y a une musique orientale dans une soirée, tout le monde se retourne vers lui en lui disant c'est ton moment. Moi j'ai vécu ça avec Magic System, quoi. Donc, c'est pareil. Le premier gaou, le deuxième gaou ou le troisième gaou? Donc finalement, on se retrouve quand même dans des grands moments de solitude où effectivement, pour moi c'est couscous, pour mon pote, pour un autre pote, ça va être les nems, etc. Ou moi j'ai une copine qui m'avait raconté, donc elle est d'origine coréenne, mais elle a été adoptée, donc elle a toujours vécu en Bretagne, et que quand elle était ado, en fait il y a quelqu'un qui avait cassé son iPod, qui lui a demandé de le réparer. Donc évidemment elle savait pas faire. Mais voilà, et on a tous une histoire comme ça où quelqu'un tout d'un coup nous regarde et croit percevoir une expertise dont on ne dispose pas. Mais je trouve que l'humour, c'est aussi un bon moyen parfois de dédramatiser, de retourner un petit peu le stigmate en expliquant, voilà. Et je trouve que finalement, ce genre d'anecdote, ça peut vraiment produire de la créativité et ça peut produire de l'imagination et ça peut produire des choses vraiment très très riches. On avait fait, je vous invite à le regarder quand vous aurez le temps, mais avec les Indivisibles, on avait fait une parodie de la série Bref, qui passait sur Canal il y a quelques années, et ça s'appelle Bref, je crois que je suis raciste. Et en fait, on voit des gens qui sont justement, qui voient des personnes et on voit un peu leur imaginaire par rapport à ce qu'ils perçoivent chez les personnes selon leur appartenance. Et en fait, c'est vraiment une production collective de gens qui avaient plein de parcours différents. Et je trouve que les bienfaits justement de la communication et de la tentative de comprendre les gens, ça nous permet en fait de voir au-delà de notre personne et de comprendre combien ce qu'on dit est universel et combien finalement on traverse des choses très très similaires, même si on n'a pas les mêmes trajectoires, les mêmes origines ou les mêmes religions. Et les mêmes âges. J'ai vu que tu travaillais aussi sur les enfants. Oui. Donc les enfants aussi ont des préjugés et c'est peut-être le bon moment de s'y attaquer. Qu'est-ce que tu as fait avec eux? Alors j'ai écrit 2 livres pour les enfants. Le premier s'appelle Comment parler du racisme aux enfants. Il est paru en 2013. Et récemment j'ai publié Comment parler de la laïcité aux enfants.
Donc l'idée vraiment de ces livres, en fait, ce sont des livres qui sont sous forme de fiches, ce sont des questions d'enfants et des réponses d'adultes. En fait, c'est vraiment un outil qui permet aux adultes justement de répondre aux questions un petit peu embarrassantes que peuvent poser les questions et que peuvent poser les enfants, pardon, et parfois auxquelles on n'a pas forcément de réponse. Par exemple, si un enfant vous demande pourquoi il est noir, monsieur, ben en fait, on sait pas. Parce que sa grand-mère. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, ça a des raisons, il y a des raisons biologiques, il y a des raisons géographiques, des raisons historiques, etc. Et souvent, c'est compliqué d'y répondre. Et, parce qu'on n'a pas toujours les connaissances, justement. On n'a pas les connaissances. C'est pas forcément volontairement agressif. Mais c'est juste souvent les enfants sont très francs. Sont très très francs. Et ce dont on se rend compte, c'est que les préjugés, en fait, ne sont pas là dès l'enfance. Ils sont vraiment formés. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants ne voyaient pas forcément les couleurs de peau. Moi, j'ai une anecdote aussi à raconter là-dessus. J'avais une amie qui était prof de maternelle et qui me raconte qu'un jour, un des gamins de sa classe s'est fait bousculer par un autre enfant et il est venu là-bas, oui, maîtresse, il y a un petit qui m'a frappé, etc. Et la maîtresse lui demande c'est lequel et le petit lui dit c'est le noir. Et elle le regarde en se disant oh là. Et en fait, tu lui montres un enfant qui avait un manteau noir, qui était absolument pas noir, mais je trouve ça génial parce que ça montre bien à quel point toutes ces catégories-là sont aussi fabriquées par les adultes et que les enfants, tant qu'ils ne sont pas exposés en fait aux catégories qui sont inventées par les adultes, ils ne les voient pas, ils ne voient pas les couleurs de peau quand ils sont tout petits, ils finissent par les découvrir à travers les médias, à travers ce que leur disent leurs parents, donc ils peuvent aussi nous aider à déconstruire des préjugés qu'on peut avoir, et moi je vais régulièrement dans des collèges, dans des lycées, pour parler avec des jeunes publics, c'est intéressant parce que nous, on peut leur transmettre un savoir, mais ils nous challenge là-dessus. Parce qu'ils nous posent des questions très très basiques, mais qui nous mettent aussi en danger, qui nous bousculent un petit peu dans nos convictions. Et ça nous permet aussi d'évoluer. Et puis le travail qu'on fait, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on n'était pas capable d'expliquer quelque chose avec un enfant, c'est qu'on ne maîtrisait pas le sujet. En fait, vraiment, quand on est capable de vulgariser un sujet, ça veut dire qu'on le connaît bien. Si on n'est pas capable de parler de son sujet de prédilection, de son sujet de travail à un enfant, ça veut dire qu'on doit encore travailler dessus pour le rendre simple. Parce que tous les sujets sur lesquels on travaille peuvent être simplifiés. Et pour moi, vraiment, les enfants, c'est essentiel. C'est évidemment notre avenir. Ce sont les gens qui vont nous permettre de vivre dans un monde meilleur. Voilà. Moi, je trouve que ça Super, merci beaucoup. Ça vous a appris des choses? Ouais. C'était intéressant. Bon, du coup, on peut passer à Hicham. Bonsoir. Ça va, Hicham? Ça va très bien, merci. Je suis très contente d'arriver à toi aussi, parce que tu es un peu la touche humour et légèreté de la soirée. Parler de vivre ensemble, ce n'est pas que pesant, c'est aussi très rigolo. Toi, tu es coach, tu es comédien, et tu travailles dans un laboratoire pharmaceutique. Alors, quel est le lien? Alors, à la base, je suis pharmacien. Ah. Donc, voilà. Donc, j'ai une formation de pharmacien, je suis docteur en pharmacie, et je travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Ensuite, à côté, je suis coach sportif et coach consultant pour l'Institut de coaching et de formation professionnelle. On travaille avec des sportifs de haut niveau et puis également avec des entrepreneurs. Donc c'est du coaching de performance, coaching mental. Donc voilà, et puis à côté de ça, je suis comédien. Alors quel est le lien entre tout ça? C'était ta question? Il n'y en a pas, voilà. Tout simplement, c'est juste que quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et puis voilà, je suis également étudiant en psychologie à côté, si vous voulez tout savoir, donc voilà. Super, un parcours complet. Et donc là, tout de suite, ça te dit de faire un petit sketch? Tout de suite, en impro. C'était parti pour. Non, ça sera pas de l'impro, malheureusement. On peut leur faire croire, ils sont pas au courant. En impro, hein? En impro. Total. Soyez indulgents. Hein. Okay. Donc c'est parti pour un petit sketch sur la peur de l'autre. La peur de l'autre, c'est ça. Bonsoir et bienvenue dans Ce soir ou jamais, ou peut-être plus tard, on verra. Alors, qui suis-je? Celui que je crois être, ou celui que l'autre pense que je suis? Moi qui me regarde, ou moi à travers le regard de l'autre? Ou peut-être l'autre à travers mon regard lorsque je vois que celui-ci m'observe du coin de l'œil?
La question de l'identité est complexe, pour ne pas dire schizophrénique, et peut-on dire que la déchéance de nationalité a renforcé sa dimension sociale? Pour Stendhal, elle engendre la haine. Pour Paul Valéry, elle est enrichissante. La différence est partout. Elle crée de l'inégalité dans l'harmonie et de l'harmonie dans l'inégalité. Alors peut-on croire ou croit-on penser? Différence, identité, différence d'identité, tels sont les thèmes que l'on abordera ce soir dans Ce soir ou jamais, ou peut-être plus tard, on verra. Alors, pour répondre à ces questions, nous recevons ce soir l'écrivain Malik Taleb, dont le premier roman, Sœur Riz sur le ghetto, vient de paraître. Alors, Malik Taleb, parlez-nous un peu de ce roman et d'où vous est venue l'idée de l'écrire. Alors moi, dans un premier temps, monsieur Tadei, alors je ne suis pas écrivain, moi c'est-à-dire que je suis un philosophe de comptoir. Et ce roman, j'ai eu envie de l'écrire lorsque j'ai lu celui de monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour, monsieur... Rien que le mot, il me chauffe la bouche, voilà. C'est-à-dire quand j'ai lu le livre de monsieur Zemmour, je me suis dit, je peux manger une soupe aux lettres et chier un bien meilleur bouquin. Alors, chose que j'ai faite sur le tas, et ce livre, monsieur Tadei, il raconte l'histoire de cette jeune fille, Rizlen, Riz de son diminutif. Alors, cette sœur Riz, elle avait pour rêve de rassembler toutes les communautés autour de cet outil formidable qui est la communication. Et donc ce livre retrace son parcours en passant par les bancs du ghetto, au banc de la fac, jusqu'au banc de l'Assemblée nationale. Oui, parce que ça devient après la première ministre voilée de la France. Ça passe, Inch'Allah. Ah oui, et ce livre a été écrit sans accent circonflexe. Bien que, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un accent circoncis, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Alors, Malik Taleb, vous êtes musulman. Comment vivez-vous la situation actuelle? Pensez-vous que la crainte de l'autre soit une menace pour le vivre ensemble? C'est-à-dire que la crainte vient d'abord du doute. Et moi, je suis sûr de moi. Ah oui. Alors, et de manière générale, je suis sûr de ma religion. Parce que je n'aurai pas la prétention de vous convaincre, de vous convertir ce soir, monsieur Tadei, mais au moins celle de vous convaincre sur le fait que l'islam est la vraie religion. Bah, bien sûr. Et il suffit de réfléchir aux origines du monde. Le Big Bang, une explosion. Un peu d'humour, monsieur Tadei, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Le problème des religions aujourd'hui, monsieur Tadei, c'est l'extrémisme. Et le problème de l'extrémisme, c'est le détournement. Les catholiques, ils font du détournement de mineurs, les musulmans, ils font du détournement d'avions, et les juifs, ils font du détournement de fonds. Un peu d'humour, ça fait pas de mal. Alors, il faut savoir que c'est de l'identité que naît la différence. Et c'est par la crainte de la différence que naît l'indifférence. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas peur d'être différents. Nous avons peur d'être indifférents face à la différence de l'autre. Car la différence de l'autre nous renvoie à nos faiblesses. Alors que la vraie différence n'est pas en l'autre, mais dans la façon dont on regarde l'autre. Et car l'identité, c'est une affaire de regard marqué de paradoxe. C'est vouloir être moi-même, plus ou moins les différences de l'autre. Et c'est cette ambivalence identitaire qui engendre la peur. Et aujourd'hui, les gens ont peur. Et ils ont peur d'ouvrir les yeux. Et ils ont peur de fermer les yeux. L'idéal, c'est d'être chinois.
Ah oui. Pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, notre seul point commun, c'est nos différences. Et grâce à ce formidable outil de communication qui est BFM TV, on pense tous pareil. Alors là, je pense comme vous. Merci Malik Taleb. Notre deuxième invité est mathématicien et s'appelle Jean-Paul Le Choffa. Alors Jean-Paul Le Choffa, vous êtes un raciste décomplexé, ce qui est rare de nos jours. Et vous venez de publier Les Racines, j'en ai rien à carrer. Un ouvrage dans lequel vous exposez une théorie islamo-fasciste et où vous tentez de démontrer que le racisme est une notion naturelle, inscrite dans l'ordre des choses et du temps. Une belle carrière vous attend dans les médias, monsieur Le Choffa. Alors, pouvez-vous nous expliquer plus en détail votre pensée? Oui, alors, je ne tente pas de démontrer, mais je démontre, n'est-ce pas, hein? Parce que monsieur Merguez, ici présent, oui, enfin, Malik Badji, oui, appelons-le Abdullah pour faire simple, hein. Il a lui tenté de nous démontrer par la bêtise qu'il était possible de vivre ensemble. Alors que la seule différence qu'il y a entre la bêtise et le génie, c'est que le génie sait reconnaître ses limites. La question « qui suis-je » a été posée pour la première fois par Socrate. Et s'il se posait cette question, c'est qu'il n'était pas Charlie. Mais bon, à l'époque, c'est normal, il n'y avait pas de musulmans. Bon, un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Alors aujourd'hui, je pense que l'on peut vivre ensemble à la seule condition qu'on légalise le racisme. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la crainte de l'autre est la seule crainte qui est passible d'emprisonnement. Aujourd'hui, nous pouvons avoir peur de l'avion, des araignées, mais nous n'avons pas le droit d'avoir peur de l'autre. Alors que c'est une phobie tout à fait naturelle, n'est-ce pas? Alors, vous imaginez si l'on mettait un claustrophobe en prison? Mettre quelqu'un qui a peur du noir en prison, alors qu'on sait pertinemment que c'est l'endroit où il y en a le plus. Alors ce serait terrible, n'est-ce pas? C'est un fait, ce n'est pas du racisme, nos prisons en sont aujourd'hui pleines à craquer. Vous savez pourquoi on compare les noirs aux singes? C'est parce qu'ils ont tous les deux la police au cul, voilà. un peu d'humour. Alors ce que je démontre dans mon ouvrage, c'est qu'il y a des différences. Et qui dit différence dit relation de supériorité et d'infériorité. C'est mathématique. Alors nous ne pouvons accepter ces différences que si nous acceptons la supériorité et l'infériorité qu'elles impliquent. Et pour cela, nous devons être racistes. Bon, je vous fais une démonstration tout de suite. Alors, prenons un arabe que l'on appelle A, puis un blanc que l'on appelle B. On se retrouve donc avec une équation à deux inconnus où A est différent de B. Alors, de par sa binationalité, A est une fonction dérivée de B qu'il va donc falloir intégrer dans l'hexagone. Nous avons tenté depuis plusieurs années, par différentes méthodes, de l'intégrer. Hein. Il a abusé de la méthode de Gauss, et puis il en a fait des Gauss pour toucher les allocations familiales. Nous avons essayé de le considérer comme un vecteur de croissance, et comme tout bon vecteur, nous avons utilisé la relation de Schall. Mais bon, il a toujours préféré le kéfier au Schall. Mais A est binational et biculturel. Il faut donc le voir comme une équation de second degré. Et comment représente-t-on cela mathématiquement? Alors, soit l'axe des abscisses, qui représente les relations sociales, et l'axe des ordonnées, qui représente la réussite sociale. Le plan serait donc représenté par une droite linéaire, hein, qui part de l'origine, donc par une relation de proportionnalité, mais B, qui n'a pas la même origine que A, hein, et qui se retrouve sur un axe désordonné. Et rappelons-le,
une équation de second degré. Et celle-ci se représente par une parabole. Et soulignons-le ici, ça lui servira vachement pour regarder Al Jazeera. Mais on peut remarquer surtout que son ascension sociale que son ascension sociale tend vers une limite. Et que tout au plus, A et B ne peuvent avoir que 2 points communs. Je viens donc de vous démontrer par A plus B que B est supérieur à A. Tout simplement. Et vous applaudissez ça, bande de racistes. C'est nous qui avons inventé les mathématiques, ils les utilisent contre nous pour nous. Oui, vous avez peut-être inventé les mathématiques, mais on ne peut compter sur vous. Et vous avez surtout inventé le zéro, et vous y êtes resté. Du calme, du calme. Alors, il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet. Vous venez tous les deux, vous par votre silence et vous par votre grande gueule, d'illustrer parfaitement cette citation de Pierre Desproges. Merci à vous deux, nous en tirons donc une belle leçon. Ce qui empêche le vivre ensemble, ce n'est pas la différence, mais bel et bien la bêtise. Et pour finir, je citerai Martin Luther King qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble, comme des idiots. » Merci beaucoup. Un grand merci, Hicham. C'était super drôle, non? Je me suis bien marrée. Tu reviens après, hein? Tu nous en fais? Ouais, il nous en fait. Super. Super, super. Bon, maintenant, on va pouvoir passer à Raphaël Tisblatt. Merci beaucoup d'être là. Hop, on lui fait un petit... Vous êtes bien réveillés? Vous avez hâte? Ok, super. Ça va, ils sont toujours bien réveillés. Alors, Raphaël, toi, tu es médiateur et tu es spécialiste de la gestion des conflits et du dialogue interculturel. Tu es notamment représentant en France de la Muslim Jewish Conference. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais là-dessus? Oui, moi je suis donc médiateur effectivement de métier, mais je considère que le dialogue interculturel finalement utilise les mêmes outils, les mêmes approches que la médiation en général. Il s'agit de mieux communiquer pour mieux se comprendre, pour soit résoudre un conflit interpersonnel dans le cadre d'une médiation, soit essayer de désamorcer certaines tensions qu'il peut y avoir entre différents groupes identitaires, donc que ce soit des groupes culturels, religieux ou autres, communautaires. Donc effectivement, avec la Muslim Jewish Conference notamment, c'est une association, une ONG internationale en fait, mais très grassroots comme on dit, c'est-à-dire vraiment de jeunes, et qui essaye de rassembler chaque année une centaine de jeunes juifs, musulmans et autres, mais on travaille principalement sur cette relation entre juifs et musulmans. Donc voilà, on dialogue pendant une semaine, on dialogue de plein de choses, de sujets sur la religion, sur les sujets de société, le rapport minorité-majorité, le racisme évidemment, l'islamophobie, l'antisémitisme, les relations hommes-femmes, les questions de genre, l'art et la culture aussi. Tous ces sujets-là qui peuvent concerner, diviser parfois cette relation-là entre le monde des juifs et le monde des musulmans. Et on essaye de faire ça avec beaucoup d'authenticité, sans éviter aucun sujet, et aussi quand même beaucoup de respect, et on y arrive. Donc félicitations, c'est super encourageant. Alors, en tant que médiateur, tu as eu l'occasion de voir beaucoup de conflits, c'est bien ça? Oui. Du coup, tu as pu voir un petit peu quel était le rôle de la communication dans le déclenchement de tous ces conflits. Et j'imagine aussi comment les bons outils de communication pouvaient aider à désamorcer ces conflits. Alors peut-être que tu vas pouvoir nous donner quelques clés de compréhension et d'action sur ça. Oui, alors je vous préviens, c'est la partie sérieuse de la conférence. Bon, je vais essayer d'être intelligible, de ne pas être trop académique, mais effectivement, on parle beaucoup du conflit interpersonnel, familial, les conflits sociaux, les conflits politiques, les conflits internationaux évidemment. On parle tout ça, on appose le terme de conflit là-dessus, et en même temps, c'est pas évident de savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'un conflit.
j'ai envie de demander à la salle, puisqu'on était un peu dans l'interactivité au début, qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Comment est-ce que vous pourriez définir un conflit? Est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes veulent essayer de donner une définition un peu synthétique? Qu'est-ce que c'est un conflit? Ça peut être des mots par exemple, juste 2-3 mots. Des mots? Ouais. Si quelqu'un a une idée d'un mot, d'un synonyme. Ah oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà. Définir le conflit avec 2-3 mots. Un désaccord? L'incompréhension, souvent, qui cause le conflit, parfois. Être dans l'opposition. Être dans l'opposition, donc désaccord, opposition, oui. L'opportunité de se comprendre, absolument, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parle de conflit souvent de manière négative, mais au final, le conflit, ça fait partie de la vie. On en a tous, on en aura tout le temps, toujours. Et finalement, effectivement, le conflit en soi, c'est pas quelque chose de négatif. C'est effectivement une occasion de parler de ce qui va pas, de ce qui doit changer. Donc effectivement. Mais le conflit, vous avez dit au début, c'est un désaccord, une opposition. Oui, c'est ça, mais c'est pas seulement ça. Moi, je peux avoir un désaccord avec quelqu'un, un ami, sur quel film on va voir ce soir, par exemple. Je vais pas forcément me battre avec cette personne. C'est un désaccord, mais il y a quelque chose en plus. Une incompréhension. L'incompréhension, mais il y a des... on est vachement... Ça y est, ils sont chauds. Ah, ça y est, allez, on commence la classe. Alors, quoi d'autre? Désaccord plus quoi? Un désaccord, et puis rester aussi, enfin, camper sur ses positions peut-être. Pas tout. Ouais, alors c'est un désaccord effectivement où on est attaché à quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est attaché à quelque chose? Un désaccord de valeur. Par exemple. Quand ce qu'on est ou que ce qu'on a choisi d'être n'est pas accepté par ceux avec qui on est. On doit cohabiter. D'accord, on ne peut pas être accepté. Effectivement, on est dans un désaccord où on en vient finalement à vouloir rejeter l'autre, presque parfois annihiler l'autre. En fait, je vous donne la réponse, en tout cas ma réponse de ce qui fait sens pour moi, effectivement, en tant que médiateur. Un conflit, pour moi, c'est un désaccord qui est accompagné d'émotions, tout simplement. Un désaccord qui est accompagné d'affect. Alors, d'où est-ce que ça vient, ces émotions? Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais les émotions, c'est quelque chose qui a une utilité. On en a tous. Nous sommes des êtres émotionnels, avant d'être des êtres rationnels. D'accord? Je vous renvoie, si vous voulez creuser un peu la question, il y a un monsieur qui s'appelle Claude Steiner, qui a fait énormément de recherches sur l'intelligence émotionnelle, et dont le travail est en fait disponible sur Internet, gratuitement, donc allez-y. Les émotions, elles ont une utilité. Toutes les émotions ont une fonction chez les êtres humains. La colère, la tristesse, la peur, mais aussi l'amour, la joie, la honte, etc., le dégoût. Tout ça a une fonction pour les êtres humains. D'accord? Donc ça fait partie intégrante de nous. On a besoin de ces émotions. Elles sont en fait quelque chose qui nous sert parfois de force vitale, et notamment les émotions qu'on dit négatives, la colère, par exemple, la peur qui arrive parfois dans les conflits. En fait, elles servent physiquement, c'est quelque chose de physique, les émotions, c'est pas intellectuel. Elles servent physiquement à se sauver d'un danger. D'accord? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les émotions, c'est pas bienvenu. On est dans une culture, en France par exemple, mais pas seulement en France, on est dans une culture qui ne considère pas les émotions de manière très positive. Les émotions, c'est considéré comme quelque chose, dans tout type d'organisation, les entreprises, etc., c'est-à-dire là où les gens passent la plupart de leur temps, au travail, à l'université ou ailleurs, les émotions, on dit, il faut les laisser au vestiaire. On n'en veut pas. C'est quelque chose de malsain, destructeur, on ne sait pas comment on va pouvoir les gérer, il ne faut pas faire ça, ça nous empêche d'être rationnel, etc. Donc, non, pas d'émotion. Et ça, c'est une absurdité, tout simplement. Parce qu'on est des êtres émotionnels, on a besoin de ces émotions. Ces émotions, elles font partie intégrante de qui nous sommes. En fait, ce qui est destructeur, c'est pas les émotions, c'est de considérer qu'on peut s'en passer. C'est de les mettre de côté, de les ignorer, de les supprimer. Le problème, c'est que les émotions, c'est un peu comme des déchets nucléaires, en quelque sorte. Quand on les enfouit, on a beau les enfouir, au bout d'un moment, ça fuit, ça ressurgit, et de manière un peu sale. Et de la même manière qu'il faut promouvoir l'écologie environnementale, moi je trouve que, c'est pas un concept qui est de moi, mais je trouve qu'il faut promouvoir l'écologie relationnelle aussi. L'écologie dans la communication aussi. Et cette écologie relationnelle, c'est une écologie qui gère les émotions, pas qui les met de côté. Donc ça,
C'est une première chose. Donc, un conflit, c'est un désaccord, c'est aussi des émotions. Pourquoi est-ce qu'il y a des émotions? Parce que dans le désaccord en question, pas tous les désaccords, mais certains désaccords, pour certaines personnes, ça va varier d'une personne à l'autre, ça va être subjectif, ce désaccord renvoie à quelque chose qui est perçu comme vital pour soi. Alors, chez les animaux, quand il y a une menace, les animaux, voilà, en général, réagissent à une menace sur leur intégrité physique. Et donc, ils mobilisent leur énergie pour soit fuir, soit contre-attaquer. C'est de la neuroscience, hein, ce dont je parle, c'est des choses qui sont complètement prouvées. Le drame de l'humanité, c'est que on ne réagit pas seulement par rapport à une menace sur notre intégrité physique, on réagit aussi par rapport à des menaces symboliques. Et c'est là où on en parle de l'identité. L'identité, la menace sur mon identité en soi, bon, si on attaque mon identité, ok, mais je suis toujours là, quoi, ça va. Oui, mais les êtres humains ont besoin de cette identité. C'est quelque chose qui est devenu vital pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres grégaires, hein, on a besoin d'appartenance, on a besoin d'être dans un groupe. Et donc l'identité, oui, sans ça, au bout d'un moment, on n'est plus soi-même, on périt. Donc effectivement, cette menace qui est que symbolique est perçue pour nous de la même manière que les animaux perçoivent des menaces physiques. C'est-à-dire que c'est perçu comme une menace de mort. Donc c'est très grave, mais c'est comme ça que ça marche. Donc une menace de mort, je vais forcément réagir, et je vais forcément réagir peut-être de manière violente. Et donc, mais la violence, je pense que pour nous, elle vient du fait qu'on réprime nos émotions, justement, qu'on n'arrive pas à parler de ces émotions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé juste d'être très en colère pour quelque chose, très en colère, et que quelqu'un, un collègue, un parent, vous dise « Mais calme-toi !» Qu'est-ce que ça provoque en général? Ça vous calme, bien sûr, très calme. Tout d'un coup, c'est magique. On m'a dit de me calmer, ça va mieux. Un expert en gestion des conflits. Non, on ne se calme pas parce que c'est une double violence d'entendre « calme-toi ». Parce que non seulement je perçois quelque chose qui est très menaçant pour moi, pour ma survie, vraiment, même si elle est que symbolique. Et en plus, on me dit « Non, ne te défends pas, laisse-toi faire ». C'est pas possible. Donc effectivement, là-dessus, il faut pouvoir accueillir ces émotions. Alors quel est le rôle de la communication là-dedans? La communication, il y a une citation d'un linguiste qui s'appelle Antoine Culioli, qui dit « La compréhension est un cas particulier du malentendu ». Je vous laisse méditer là-dessus. C'est vrai que... vous connaissez? C'est vrai que, voilà, il y a un autre proverbe qui dit, je ne sais pas d'où il vient, mais qui dit « Quand je pense 10, je dis 7 et tu retiens 3 ». Voilà. Il y a tout un tas d'obstacles dans la communication qui fait que, oui, les choses se perdent. La communication ne peut jamais vraiment être parfaite. Et en plus, on sait que, là je touche à certaines choses que Steve va peut-être parler un peu plus tard, mais dans la communication, il y a 80% de choses qui ne sont pas explicites. C'est-à-dire de 80% de choses qu'on exprime sont exprimées de manière non verbale ou paraverbale. Non verbale, c'est le langage du corps, paraverbale, c'est le ton de la voix, par exemple. En fait, il n'y a que 20% de ce qu'on communique qui est vraiment explicite. Donc vous voyez, tout ce qu'on peut perdre, tout ce qu'on peut mal interpréter aussi, et qui fait que la communication passe mal. Donc effectivement, il y a des choses qui sont cachées, comme l'ironie, comme le cynisme, comme l'agressivité, la suspicion, etc., qu'on n'explicite pas, et pourtant on gagnerait à les expliciter. On peut parler aussi des préjugés, des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est des croyances généralisantes sur un trait de personnalité qu'aurait un groupe donné. Et les préjugés, c'est un préjugement qui découle souvent, par exemple, de ces stéréotypes, de ces croyances, et qui nous conduisent à considérer, d'une certaine manière, un individu qui appartiendrait à ce groupe. Je vais être un peu provoquant. Je pense qu'il faut se réconcilier avec les préjugés. Alors, je ne veux pas être le raciste décomplexé, c'est pas de ça dont il s'agit. Faut le faire sortir Non, j'ai été un petit peu de polémique là dans le... Dernière chance.
Non, il faut se réconcilier avec les préjugés parce que nous en avons tous, tout simplement. Parce qu'on a tous des préjugés. Tous. Vous aussi, vous en avez. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile à entendre. Toi aussi. Moi aussi j'en ai bien sûr. Mais voilà, on en a tous. C'est très simple. Les préjugés, c'est quelque chose qui, effectivement, c'est un préjugement. Donc, toute connaissance, pour ceux d'entre vous qui ont fait peut-être des sciences sociales et donc de l'épistémologie des sciences sociales, il y en a ici dans la salle. Bon, pas trop, mais je vous laisserai expliquer ce que c'est. En gros, savoir comment les sciences se construisent. Alors, les sciences se construisent toujours à partir de préjugés, c'est-à-dire à partir de postulats, c'est-à-dire à partir de choses qu'on établit, qu'on pose là, qu'on ne cherche pas à démontrer, mais qui servent à ensuite établir une démonstration. D'accord ? Donc, on en a tous, on a besoin des préjugés pour apprendre. Simplement, évidemment, il ne faut pas se contenter de ça. Il ne faut pas juste accepter tous les préjugés. Les préjugés, il faut les examiner, les réexaminer, les évaluer, les réévaluer au but de l'expérience, des nouvelles expériences qu'on peut acquérir. Donc voilà, c'est ça les préjugés. Et surtout les préjugés, il ne faut pas que ça conduise à la discrimination. Parce que les préjugés, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Si ensuite on laisse nos préjugés guider nos actions, notamment quand c'est à l'encontre d'un groupe ou d'un individu basé sur une croyance par rapport à ce groupe, ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, voilà, t'es chinois, donc répare mon iPhone. Voilà, c'est effectivement un préjugé là-dessus qui conduit à interagir de manière complètement voilà, inacceptable. Mais il faut bien faire la différence entre voilà, ce préjugé qu'on a tous, qu'il faut réexaminer, et ensuite ce qui nous conduit à faire. Pour moi, je trouve que dans la communication, casser les préjugés, c'est aussi quelque chose qui peut être une bonne chose à faire. Parfois c'est difficile, parfois on n'a pas envie de casser les préjugés sur soi. Parfois ça peut être, si on s'en sent la force, ça peut être une bonne chose. Je vais parler de moi, parce que là je parle un petit peu en tant que médiateur, etc. Mais je suis aussi une personne, une vraie personne, avec une histoire, avec une identité. Et finalement, de parler de soi, je reviendrai tout à l'heure, c'est aussi ce qui fait partie de la philosophie du dialogue. Moi, je suis juif, ça fait partie de mon identité. Je suis pas très juif, mais je suis pas très religieux dans ce sens, mais voilà, ça fait partie de mon identité. Et je suis aussi plutôt pro-palestinien. Et je suis aussi assez en colère contre notre gouvernement et surtout notre Premier ministre, pour ne pas le citer, qui tend à faire croire qu'il faudrait avoir un deux poids deux mesures sur, disons, par exemple, la gravité de l'antisémitisme par rapport à la gravité d'autres racismes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me... Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne dis pas ça pour que vous m'applaudissiez. Ouais, c'est sympa que vous m'applaudissiez. Non, c'est pas pour ça que je dis ça. Vraiment, c'est pas pour ça. Parce que, attention, je cherche pas à faire... je cherche pas à désigner oui ou le Manuel Valls, il n'est pas bien, etc. C'est pas la chose que je cherche à faire. Aujourd'hui, on a le droit d'être préoccupé par l'antisémitisme. On a le droit d'apprécier que Manuel Valls nous dise que vraiment, effectivement, ça ne va pas et qu'il faut faire des choses pour lutter contre l'antisémitisme. On a le droit aussi de soutenir Israël tant que ça ne nous conduit pas à vouloir nier le droit des Palestiniens à avoir leur État, par exemple. C'est pas ça que je veux dire. Ce que j'essaye de faire, finalement, en cassant un stéréotype, voilà, c'est de considérer que tous les juifs seraient pro-Israël, que tous les juifs auraient le même discours que le CRIF, etc. C'est ça que j'essaye de faire. Donc, je trouve que, et c'est vrai qu'en général, voilà, j'essaye de prendre ces occasions-là pour casser les préjugés qu'on peut avoir. Et donc je parle de moi d'abord. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a énormément de sujets comme ça, comme Israël-Palestine, comme le sionisme, comme l'islam, comme la laïcité, comme le terrorisme. Tous ces mots, tous ces concepts qui peuvent conduire au conflit, qui peuvent provoquer la tension. Et particulièrement en France, je peux vous dire, pour nous qui avons voyagé, on se rend compte qu'en France, c'est particulièrement dur. Et il n'y a pas de fatalité là-dessus, mais en France, c'est particulièrement dur. Et c'est vrai que quand on veut, par exemple, promouvoir l'identité musulmane, en face de soi, on a des gens qui se disent « Ah, alors ça veut dire que vous vouliez nier l'identité chrétienne ou athée de la France ».
Voilà, effectivement, quand on penche vers quelque chose dans le spectre des opinions sur un débat, eh ben, on se conduit, on est conduit par l'autre, quasiment automatiquement, naturellement, à se radicaliser, tout simplement, à dire, voilà, si tu veux promouvoir l'identité musulmane, ça veut dire que tu es anti-français ou anti-athée ou je ne sais quoi. Et c'est terrible, et c'est ça qui empêche aussi, effectivement, une bonne communication. Donc de tous les côtés, effectivement, on pousse à la radicalisation des esprits et des opinions et de la communication. Parce que, effectivement, on ne définit pas les termes. Par exemple, moi je dis, je suis pas anti-sioniste. Je suis quelque part asioniste, ou je suis pas sioniste en tout cas, et je suis pas anti-sioniste, dans le sens où je considère qu'à la base le sionisme, c'était le droit du peuple juif à disposer de leur État pour se protéger des persécutions. Bon. Et puis aujourd'hui, le sionisme, ça veut dire aussi d'autres choses, en tout cas pour les Palestiniens, par exemple, le sionisme, ils ne voient pas ça. Le sionisme, pour eux, c'est les tanks, c'est les checkpoints, c'est l'occupation, donc c'est pas acceptable. Mais en même temps, voilà, moi je suis pas sioniste parce que, en ce qui me concerne, je me sens français, uniquement français, et je n'aurais pas envie de moi me réfugier en Israël, même si on me dit que, et même si c'est vrai que l'antisémitisme augmente et est grave, etc. Voilà, c'est juste pas mon choix. Bon, ça me concerne. Mais allez expliquer ça aujourd'hui dans le débat actuel. Allez expliquer ce que ça voudrait dire le sionisme, les évolutions de la définition du sionisme, et puis ce qu'on en pense chacun et chacune. C'est pas facile. Donc c'est vrai que le conflit vient aussi de cette volonté de simplification. On a besoin de simplifier. T'es sioniste ou t'es pas sioniste? T'es musulman ou t'es pas musulman? T'es français ou t'es pas français? On est obligé de voilà, on est tous comme Bush, quoi. En gros, on est soit contre moi, soit avec moi. C'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment ça qui empêche la communication, qui empêche la créativité, qui nous empêche de vivre, très franchement. On a besoin, effectivement, aussi de désigner une sorte de bouc émissaire. Je vous renvoie à l'œuvre de René Girard, qui est un grand universitaire, académicien ou anthropologue, qui parlait de ce mécanisme du bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui existe depuis l'aube des temps. Les groupes ont besoin de trouver leur bouc émissaire pour maintenir finalement l'unité du groupe. C'est-à-dire que le bouc émissaire est celui qui sert à endosser la responsabilité de tout ce qui ne va pas, quelque part. Et on a toutes les sociétés ont un peu eu tendance à avoir un bouc émissaire. Et aujourd'hui en France, c'est un peu la grande compétition des boucs émissaires. Donc les musulmans au choix, ou les juifs, ou les religieux d'une manière générale, ou les religions, ou je ne sais pas, les immigrés évidemment, ou les Roms, enfin voilà. Mais aussi, par exemple, le gouvernement. Ça peut être aussi comme un bouc émissaire, tout est de la faute du gouvernement. Non, tout n'est pas de la faute du gouvernement. Les fonctionnaires, ou alors les patrons, les entreprises, tout n'est pas de la faute des patrons pour l'économie. Voilà, mais on a tendance effectivement à vouloir dire, voilà, pour simplifier les choses, parce que c'est facile et parce que c'est concret, parce que c'est plus clair pour nous, on a besoin de désigner un ennemi et de désigner qui est la victime, qui est l'oppresseur. Mais c'est vrai que moi je pense que, et c'est la philosophie aussi du dialogue, je pense qu'on a tous une part de responsabilité. Pour tout. Pour notre situation, on a tous une part de responsabilité. Attention, on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive. On n'est pas responsable de notre malheur. Mais on est responsable de ce qu'on en fait. On est responsable de ne pas contribuer à aggraver les choses. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on a tous une responsabilité dans un conflit, d'une manière générale. Et c'est ce que démontrent très bien des psychologues comme Stephen Karpman ou comme Eric Berne. Stephen Karpman qui explique qu'en gros on peut entrer dans un système où on est soit persécuteur, soit victime, soit sauveur, et il démontre qu'en fait quand on est dans l'un de ces trois rôles, on finit toujours par occuper les deux autres rôles. C'est quelque chose qui se vérifie très souvent. Donc en fait pour dire que les relations destructrices s'auto-entretiennent. Elles peuvent s'auto-entretenir et finalement on a tous quelque part
on peut y contribuer d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que le persécuteur, il ne faut pas le punir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le condamner. Mais ça veut dire qu'on a aussi une responsabilité pour soi-même se retirer de ce système où il y a un persécuteur et une victime. Voilà, là aussi c'est peut-être un peu provoquant, ça mériterait d'approfondir un petit peu plus, mais c'est quelque chose auquel je crois. Aujourd'hui, il y a des médiations qu'on appelle médiation pénale, où on demande à la victime d'une offense et aux mises en cause de faire une médiation. D'accord? Donc c'est des choses qui existent. Aujourd'hui, on estime que oui, il ne s'agit pas seulement de punir et de condamner la personne qui est auteur de faits répréhensibles, il faut aussi mettre en lien pour justement sortir de ce système, pour aussi faire en sorte que la sanction et la réparation aient un sens. Et la sanction et la réparation, elle aura d'autant plus un sens que la victime pourra s'exprimer, que ce ne sera pas juste le coup de la loi, une loi lointaine, abstraite. Donc voilà, j'essaie de montrer comment la communication malade et comment des positionnements comme ça un peu malsains peuvent mener au conflit et à la violence. Et c'est vrai qu'on dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Vous avez déjà entendu ça? C'est vrai que la première victime du conflit, c'est la communication. Et on communique mal pendant le conflit, alors même que c'est justement là qu'on aurait le plus besoin de mieux communiquer. Parce qu'il y a des choses importantes qui sont en jeu. Et malheureusement, paradoxalement, c'est mal foutu. Le conflit, c'est là où on communique plus mal. Alors comment est-ce qu'on peut communiquer mieux? Y compris quand on a un conflit, y compris quand on parle de choses difficiles, comment est-ce qu'on peut justement communiquer sur ce qui fâche, mais de manière constructive? Eh bien, par le dialogue. Et si je suis encore dans les temps, qu'est-ce que c'est que le dialogue par rapport au débat, par exemple? On parle souvent aujourd'hui, on dit souvent, oui, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on débatte, etc., il faut qu'on ait une conversation, comme si c'était la même chose. Moi, je fais, ça ne engage que moi, mais je fais une différence conceptuelle entre le dialogue et le débat. Dans un débat, c'est un peu comme chez Frédéric Tadei, en gros, enfin, dans toutes les... Sauf que chez Frédéric Tadei, c'est un peu moins pire qu'ailleurs, je trouve, mais voilà, on est dans des émissions de télé, par exemple, où le but, c'est quoi? C'est de convaincre l'autre. En tout cas, convaincre son auditoire, ou c'est de gagner, c'est d'essayer de dire ce qu'on a à dire et d'empêcher l'autre d'avoir, disons, de gagner des points. Hein. Il y a une question de compétition dans le dialogue. Dans le débat, pardon. Dans le dialogue, c'est pas ça. Les règles du jeu changent, tout simplement. On n'est pas là pour essayer de gagner, pour essayer de prouver quelque chose, pour essayer de convaincre. On est là pour voilà, essayer d'apprendre les uns des autres. On est là pour collaborer, pour pouvoir avancer un petit peu dans la compréhension et donc dans la subtilité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de simplification possible. La subtilité, on l'embrasse, elle est bienvenue et voilà, c'est quelque chose qui donne la richesse, la valeur du dialogue. Donc on est dans la subtilité, on est dans le doute aussi, on a le droit de douter, de poser des questions, on a le droit de changer d'avis, c'est pas mal vu, vous vous rendez compte, dans un débat télévisé, quelqu'un qui tout d'un coup dit « Ah bah oui c'est vrai, non bah je retire ce que j'ai dit ». Jamais ça n'arrive. Dans un dialogue ça peut arriver, parce qu'on ne se sent pas jugé, on ne se sent pas menacé dans ses opinions quand on est dans un dialogue, si on change d'opinion par exemple, ou si on exprime des doutes. De la même manière, dans un dialogue, on n'est pas là pour représenter une communauté ou un groupe. C'est ça aussi qui rend les choses rigides dans les conversations difficiles. C'est qu'on se dit, ah, mais vous les Noirs, ou voilà, vous les musulmans, etc. C'est super dur de se faire dire ça. Et pourtant, quand on dit vous les, on se sent presque obligé de répondre aussi comme ça. On se met dans cette situation-là et pourtant on ne le veut pas l'être. On ne veut pas être dans cette situation de devoir représenter, de devoir parler pour tout le monde qu'on serait censé représenter. Donc dans un dialogue, c'est pas comme ça. On parle pour soi d'abord. On peut parler des autres, mais on parle d'abord pour soi. Donc, et les questions aussi, les questions qu'on pose, c'est pas des questions qu'on pose pour prouver quelque chose. Hein, là aussi, dans des émissions, dans des débats, etc., souvent on pose des questions pour prouver quelque chose. C'est pas une question dans ce cas-là. Les questions qu'on pose dans un dialogue, c'est des questions qui viennent vraiment d'une position, d'un sentiment de curiosité. On veut apprendre, on veut savoir plus. Donc c'est pas du tout les mêmes genres de questions. Donc voilà, on écoute, on collabore. On est à égalité aussi, il n'y a pas d'expert. Là, ce qu'on fait là, c'est pas un dialogue. Hein, je
vous le dis, hein, c'est pas du tout un dialogue. On est sur une estrade et vous êtes là, vous nous écoutez. Vous êtes, il y aura des questions à la fin. Hein, il y aura quand même des questions à la fin. Notez-les. C'est vrai que voilà, c'est pas ça. Dans un dialogue, on est vraiment à égalité. Chacun vaut la même chose. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'expert. On est chacun expert de sa propre vie et de son propre vécu. Donc c'est ça qui enrichit, c'est ça qui est valorisé dans un dialogue. Donc le dialogue, ça consiste en quoi? Clarifier déjà les discours, injecter un petit peu de subtilité, un petit peu de complexité dans les discours, mais en même temps les clarifier, donc ça prend un certain temps, ça ne peut pas se faire en 10 minutes. Faire en sorte que les réponses répondent vraiment aux questions qui sont posées. Relever aussi les incohérences, bien sûr, c'est un peu aussi de la pratique philosophique, le dialogue. Relever les incohérences, réexaminer les postulats, les préjugés, dépasser ces préjugés, s'ils doivent être dépassés. Voilà, il y a tout ça. Mais c'est pas seulement ça. On ne parle pas seulement de ses opinions, on ne parle pas seulement de généralité, on parle aussi de ses émotions, du personnel. Parce que les expériences personnelles, elles ne peuvent pas être attaquées. En fait, on complète le rationnel, les discours, par du relationnel, par de l'émotionnel. Parce que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à apprendre, c'est comme ça aussi qu'on arrive vraiment à se connecter à l'autre. Hein, parce qu'il y a cette idée de lien dans le dialogue. On essaye vraiment de se connecter, d'humaniser l'autre. C'est à ça que ça sert le dialogue. Donc on explore à la fois les discours, on explore d'où ils viennent aussi, parce que le but, c'est pas seulement de savoir qu'est-ce que dit l'autre, c'est de savoir pourquoi il le dit. Donc, le but d'un dialogue, c'est pas d'essayer d'être tous d'accord. Bien sûr, ça serait triste. On n'est pas tous d'accord, on ne le sera jamais. Mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi on n'est pas forcément d'accord. Qu'est-ce qui a été vécu par telle ou telle personne? Quelles sont les expériences, les influences, les événements qu'elle a vécus qui font qu'elle dit ce qu'elle dit. Et pourtant, moi, je ne suis pas d'accord. C'est ça l'esprit du dialogue aussi. Parce que quand on sait, en général, pourquoi vraiment on n'est pas d'accord, et bien finalement, ça nous retire, quand on humanise l'autre, ça nous retire l'envie de se battre, tout simplement. Ça nous retire l'envie de devoir détruire l'autre pour pouvoir soi-même exister. Et c'est la même chose quand on parle de compétition identitaire. Dans un dialogue, je peux affirmer mon identité de telle manière que toi, tu ne vas pas te sentir menacé dans ton identité à toi. Et ça, c'est compliqué, ça prend voilà, il y a certains outils, certains formats, cadres qu'il faut poser, et qui fait que ça peut se passer comme ça. On parle aussi dans le dialogue, il y a aussi l'idée de la métacommunication. Métacommunication, c'est-à-dire on parle de la manière dont on parle, en gros. Et ça aussi, là aussi, on peut apprendre beaucoup de choses comme ça. Je vous rappelle, je vous ai dit, le gros de la communication, c'est pas ce qui est explicite, c'est ce qui est implicite, c'est le sous-texte. Et ben, dans un dialogue, on parle de ça aussi. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, comment est-ce que ça se passe, cette conversation? J'ai l'impression qu'il y a du conflit. Ou alors j'ai l'impression qu'il y a de l'évitement. Qu'est-ce qu'on a peur de se dire? Ou alors, pourquoi est-ce que c'est si important pour nous, cette histoire? Ou j'ai l'impression qu'il y a une dominance un petit peu dans la conversation. Il y a une dynamique où j'ai l'impression que le ton de certains prend un peu plus d'espace, un peu plus d'importance que les autres. Où il y a certains qui parlent plus que d'autres, ou certains qui sont plus dans l'émotionnel, d'autres qui sont plus dans le rationnel. Tiens, qu'est-ce que ça fait dans notre conversation? On parle jamais de ça. Et pourtant, c'est le gros de ce qu'on dit. Donc, dans le dialogue, il y a aussi la place pour cette métacommunication, c'est-à-dire d'examiner la manière dont on interagit avec les autres. Et là, il y a énormément de choses à apprendre. Donc voilà. Bon, je peux parler aussi de la communication non violente. Il y a certaines choses qu'on fait dans un dialogue, c'est-à-dire qu'on parle pour soi. En gros, l'essence de la communication non violente, c'est de dire je parle pour moi, je parle de mes émotions, oui, je parle de mes besoins, je parle de mes valeurs, de mes aspirations, sans juger ou attaquer l'autre. Personne n'aime être jugé, personne n'aime être attaqué, même ceux qui ont tort. Et il y en a plein qui ont tort. Pourtant, personne n'aime être jugé ou attaqué. Donc, on essaye, dans ce type de communication, de différencier ce qui relève de moi, mon vécu, mon ressenti, et puis ce dont j'ai besoin, et ce qui relève du poison un peu dans la communication, c'est-à-dire du jugement et de l'attaque. Voilà, donc c'est ça en gros qu'on essaye de sortir dans le dialogue. On essaye de sortir aussi de ce que Karpman décrit, hein, c'est-à-dire ce cercle infernal, le persécuteur, victime, sauveur. On essaye de sortir de ce cycle-là dans
dans le dialogue, parce qu'on prend chacun en fait nos responsabilités dans la manière dont on interagit les uns avec les autres, et on essaye de sortir en même temps. Vous savez, dans une relation, dans une interaction, il faut toujours être deux. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des méchants, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être combattus et condamnés, mais ça veut dire qu'on ne peut pas complètement se retirer du système, puisqu'on est dans le système. C'est justement ce système qui nous fait mal, donc on fait partie de ce système. Voilà, donc c'est ça que consiste le dialogue. Et puis il y a l'humour aussi, hein, évidemment. L'humour, ça sert à ça aussi, parce que l'humour, c'est quelque chose qui peut voilà, nous aider à nous détacher de certaines choses. C'est finalement, l'humour, c'est une sorte d'émotion aussi, voilà, le rire, qui peut nous aider à nous détacher d'émotions qui seraient très dures et qui auraient tendance à s'incruster. Finalement, ça nous permet, voilà, tout d'un coup de prendre le recul si on arrive à faire rire les gens. Et effectivement, voilà, ça aussi, ça a une énorme valeur dans le vivre ensemble. Voilà, pour dire que... Merci. Je parle trop, ça veut dire que je parle trop, c'est ça Ça veut dire qu'ils aiment et que tu les as conduits vers l'humour, donc on va pas tarder à switcher. Non, juste, alors je terminerai juste en disant que s'il y en a certains d'entre vous dans la salle, certains d'entre vous qui voudraient se lancer dans cette aventure du dialogue, parce que c'est vrai que cette année, l'année passée, on a eu des choses difficiles. Un point positif, je trouve, de ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui a été qui s'est lâchée. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit merde, il faut faire quelque chose. J'ai envie de me lancer, notamment dans le dialogue, par exemple. Et il y a eu pas mal d'initiatives comme ça qui fleurissent depuis quelques temps. C'est bien. Il faut aussi essayer de le faire de manière réfléchie, sérieuse. C'est pas juste une conversation. J'espère que je vous ai un peu montré ça. Je dirais quelques petites recommandations comme ça à la volée, si vous voulez vous lancer là-dedans. Déjà, essayez d'avoir une certaine formation là-dedans. Essayez aussi, je dirais, dans la philosophie de ce que vous faites, n'évitez pas les sujets qui fâchent. Si vous évitez les sujets qui fâchent, ils reviendront d'une manière ou d'une autre et vous n'aurez pas accompli votre but. Allez vers les sujets qui fâchent. Ne soyez pas évidemment dans le politiquement correct ou dans l'évitement, mais essayez évidemment de faire ça de manière très constructive en prenant le temps. Quand vous faites la pub du dialogue, ne dites pas aux gens « viens dialoguer pour changer ». Personne ne veut changer. Personne ne croit qu'il doit changer. Donc il y a quelque chose d'autre à faire. Il faut juste simplement leur dire « viens au dialogue pour dire tout ce que tu penses, pour dire ça, pour dire tout le mal que tu penses de l'autre. Vas-y, viens ». Et puis quand ils viennent, ensuite, on facilite la chose, on les encadre et on les amène à réfléchir un peu plus. Mais au début, si vous voulez vraiment, parce qu'on dit souvent dans le dialogue, oui, mais alors tu fais du dialogue, mais alors tu prêches aux convertis déjà, c'est-à-dire c'est des gens modérés, ils n'ont pas besoin de dialoguer ces gens-là. C'est les radicaux qu'il faut amener au dialogue. Oui, bon, même les gens modérés, je pense qu'ils bénéficient très largement du dialogue. Tout le monde, même les gens modérés, encore une fois, ont des préjugés. Mais si vous voulez essayer effectivement de ramener les gens qui sont en colère, eh ben, dites-leur que leur colère, elle ne sera pas mise sous le tapis, mais qu'elle sera accueillie, qu'ils auront le droit de s'exprimer. Je dirais aussi une chose, le dialogue c'est bien, interreligieux, interculturel, intercommunautaire, c'est très bien. Mais il y a le dialogue intra aussi. Réfléchissez à ça, on a tous, dans tout groupe, hein, c'est le mécanisme du bouc émissaire, encore une fois, on a besoin finalement d'un ennemi pour exister, pour l'unité du groupe. Donc finalement, l'existence de l'ennemi nous permet de ne pas forcément examiner nos divisions internes. Donc les dialogues entre juifs, entre musulmans, entre chrétiens, entre athées, entre arabes, entre autres, etc., c'est aussi important de le faire. Voilà, et puis je dirais pour les autres qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans cette aventure, dans cette entreprise, je dirais vous avez quand même des choses à faire. Vous avez quand même à examiner certaines choses, à contribuer au vivre ensemble. Le dialogue qui commence déjà aussi autour de soi, c'est-à-dire qu'essayer de voir, tiens, quel est mon bouc émissaire? Quel est celui que je condamne fortement? Quel est celui que je ne peux plus entendre, qui me choque, qui me met en colère? Et essayer de voir si vous ne pouvez pas quand même essayer d'établir une discussion, en tout cas de ne pas fermer la porte. C'est dur ce que je dis, c'est pas facile à faire, mais on peut se poser la question quand même. Voilà, simplement.
Merci beaucoup de nous avoir montré que, effectivement, nous avons tous des préjugés sur les autres en ont parfois sur nous, mais qu'on peut avoir un levier d'action. On peut se mettre en route, on peut communiquer avec les autres sur nos besoins, sur nos émotions, et se mettre en chemin pour être acteur de la lutte contre le racisme à notre échelle, en communiquant avec les autres. Merci beaucoup, fort intéressant. Comme tu nous conseillais tout à l'heure de passer à de l'humour avec un peu de légèreté, je vous propose de passer à Hicham. Hicham, j'ai envie de te citer tout d'abord. Tout à l'heure, tu disais que tu savais qu'il n'y avait rien de plus facile que de parler, mais qu'il n'y avait rien de plus difficile que de bien parler. Et je trouvais ça assez sage. Toi, tu participes à des concours d'éloquence. C'est ça. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est intéressant, peut-être que ça pourrait donner des idées à des gens dans le public. Alors, ouais, c'est bon, il est allumé. Oui, on t'entend bien. Alors, j'ai participé à mon premier concours d'éloquence quand j'étais étudiant en pharmacie. C'est un ami qui m'avait inscrit à un concours d'éloquence et de plaidoirie à la faculté de droit de Lyon. Oui, je suis de Lyon à la base. Ne me huez pas. Non. C'est l'un des plus grands concours de plaidoirie de France. Et de fil en aiguille, je suis arrivé en finale. C'était génial et une belle expérience. Donc c'est des concours où on nous donne, qui se font sur plusieurs tours. On nous donne des sujets assez drôles au départ. Par exemple, mon premier sujet que j'ai eu à plaider, c'était le système Gargamel et d'attraper les schtroumpfs par derrière, par exemple. Donc voilà, et on a un contradicteur et on plaide soit le pour, soit le contre, et puis ainsi de suite jusqu'à la finale. Donc les sujets deviennent un peu plus sérieux, un peu plus philosophiques. Donc voilà. Super. Ce que je te propose maintenant, c'est de nous faire rire un petit peu sur la thématique de l'incompréhension et des dialogues de sourds. Challenge accepté? Dialogue de sourds, c'est ça. En répondant à la thématique, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre. C'est parti. On m'entend là si je parle d'ici? Non. Là c'est bon, c'est mieux. Ouais. Ok, bon je vais me rapprocher comme ça. Combien de fois avons-nous été interrompus avant même d'avoir le temps de développer nos arguments? Combien de fois nos propos ont été mal interprétés, engendrant ainsi tension et incompréhension? Combien de fois nous sommes-nous imaginés en train d'étriper notre interlocuteur avant de l'étrangler avec ses 6,50 m d'intestin, en le regardant suffoquer avec satisfaction et délectation, puis l'égorger avec une petite cuillère en l'aspergeant d'alcool à brûler, et puis en lui caressant délicatement le visage avec la paume de sa main, puis le revers, et tout en lui susurrant délicatement dans le creux de son oreille, mais tu vas fermer ta gueule! Non, personne. La thématique de ce soir est la suivante. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre. Alors pour y répondre, nous redéfinirons dans un premier temps ce qu'est la communication en la reclassant dans le domaine des arts pour ensuite en dépeindre ses limites. Alors commençons, grand 1, petit 1 du petit a du petit 1, tout est communication. Nos gestes, nos paroles, nos silences, les sculptures, la musique, les tableaux, tout est communication. Et la communication, tout comme l'art, s'adresse au sens, aux émotions, à l'intellect. Il suffit alors de faire comme Van Gogh et de prêter son oreille pour écouter ce qu'on a à nous dire. Le mot communication vient du latin communicatio, qui signifie mettre en commun.
Ainsi, communiquer, c'est mettre en commun nos pensées, nos idées, afin d'avancer dans le même sens. Mais bien souvent, on croit avancer, alors qu'avec du recul, on fait du surplace. La communication est donc un échange, mais un échange particulier où l'égoïste est souvent celui qui donne, qui parle, plus que celui qui reçoit, qui écoute. Un échange où moins on a de choses à dire, plus on a envie de parler. Un échange où plus notre débit de parole est riche, plus nos pensées sont pauvres. Et on finit par noyer les autres dans notre flot de paroles, un peu comme moi ce soir. Alors on oublie souvent que celui qui parle doit lui aussi comprendre celui qui écoute. Et celui qui écoute doit avoir une écoute active et ne pas écouter dans l'intention de répondre, mais dans l'intention de comprendre. Confucius disait « J'ai 2 oreilles et une seule bouche. C'est la raison pour laquelle je dois écouter 2 fois plus que je parle. » Alors, si vous voulez vraiment parler sans être interrompu, écrivez. Ça vous évitera pas mal de frustration. Dans ce sens, il n'existe pas une communication, mais autant de communications qu'il y a d'individus. On doit donc identifier à qui on parle pour savoir comment lui parler. Car la même question posée à deux personnes différentes n'engendrera pas forcément la même réponse. Prenons la question, que faire de tous ces assistés qui ne veulent pas travailler? Un militant du Front National nous répondra certainement qu'il faut les renvoyer de la France, alors qu'un militant du Front de Gauche nous répondra qu'il faut les renvoyer du gouvernement. Ainsi, la communication est un outil, et comme avec tout outil, on peut bâtir avec ou détruire avec, et à nous de l'utiliser au mieux afin de devenir de véritables mécaniciens de l'esprit. Cependant, à l'heure où les outils de communication sont légion, le manque de communication ne s'est jamais autant fait ressentir. Si bien que le moyen de communication le plus efficace de nos jours, celui dont le réseau ne flanche jamais, à en faire rougir Patrick Drahi et Xavier Niel, est le téléphone arabe. D'ailleurs, permettez-moi cette digression, mais je me suis toujours demandé comment appelait-on le téléphone arabe avant l'invention du téléphone? Alors, bien communiquer, c'est donc se faire entendre. Entendez là, comprendre, mais vous l'aviez compris. Alors, bien communiquer est bien souvent plus une affaire de langage que de langue, et plus une affaire de tripes que de neurones. Pour se comprendre, nous devons avoir les codes du langage de l'autre. Par exemple, en politique, je fais ce que je veux, et je vous emmerde, ça se dit 49.3. Et c'est de l'incompréhension, justement, que naît le dialogue de sourds. Et les situations où apparaît le dialogue de sourds sont nombreuses, hein, en couple, par exemple, où, par exemple, la femme dit à son homme chérie, tu es toujours en train de me contredire, et que l'homme répond « non, c'est pas vrai ». Au bureau aussi, par exemple, hein, où le patron croit que l'employé veut du travail alors qu'il veut seulement un salaire. Alors, le dialogue de sourds apparaît souvent quand 2 égos s'affrontent. Chacun parle pour lui et non pour l'autre. En gros, c'est de la masturbation mentale. Et tout le monde sait que la masturbation rend sourd. Oula, j'en ai choqué plus d'un. Et paradoxalement, cet échange stérile se reproduit régulièrement. Et il en est une situation absurde, comme si 2 personnes qui souhaitaient s'affronter autour d'une table, l'une joue aux échecs pendant que l'autre joue au poker. Ça ne correspond pas. Alors, l'illustration parfaite du dialogue de sourds s'observe souvent en politique. Parce que, voyez-vous, pour être politicien, il faut être visionnaire. Et moi, j'ai jamais vu des lunettes. Et ça, c'est louche. Alors, jeu de mots pourri, je le concède, hein, mais je l'assume complètement et je m'explique. Quand on voit mal de loin, on est myope. Quand on voit mal de près, on est hypermétrope. Et quand on voit que ce qui nous arrange, on est politicien.
Et quand on voit que ce qui nous arrange, mais que d'un seul œil, on est président d'honneur du FN. Alors en politique, on est souvent partagé entre l'envie de dire un mensonge qui rassure et celle de dire une vérité qui dérange. Alors quand j'entends un politicien commencer ses discours en disant « Je vous rassure, je ne vais pas vous mentir », ça me dérange un peu pour vous dire toute la vérité. Les politiciens réclament nos voix, on leur donne, ils font les sourds et exigent même qu'on la ferme. Et là, t'as juste envie de l'étriper avant de l'étrangler avec ses 6,50 mètres d'intestin en le regardant suffoquer. Non, toujours pas. Merci beaucoup, mesdames.